Bonjour à tous. Nous allons commencer pour être à l'heure. On a un programme un peu chargé. Je vais vous demander de vous asseoir. Mesdames, Messieurs, chers confrères, chères consoeurs, chers disciples d'Asclépios, bienvenue pour un nouvel opus de ce congrès aux Monts et Merveilles qu'est le CMGF dans son édition 2024. Pour la keynote de cette cérémonie d'ouverture, nous avons le plaisir d'accueillir Mehdi Moussaïd. Il est chercheur en sciences cognitives à l'Institut Max Planck de Berlin. Ses axes de recherche portent notamment sur l'étude de la foule, la propagation des rumeurs et l'intelligence collective. Et, pour éveiller nos esprits, il va nous conter les promesses et mystères de l'intelligence collective. Mesdames et messieurs, Mehdi Moussaïd. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour. Merci donc beaucoup pour cet accueil très chaleureux. Je suis très impressionné d'être face à autant de médecins aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout médecin, hein. Juste pour que les choses soient claires, moi, je ne suis vraiment pas médecin. Donc, comme ça, il n'y a pas de malentendu. À la limite, je suis docteur, mais docteur en sciences cognitives. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et voilà, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je travaille sur ce thème de l'intelligence collective dont je vais vous parler aujourd'hui. Et pour entrer directement dans le vif du sujet, vous savez, quand j'évoque mes travaux de recherche avec le grand public, avec mes proches, j'ai souvent des réactions un peu catégoriques. Un peu catégoriques où on va me dire oui, bon, l'intelligence collective, c'est des belles valeurs, mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. D'accord ? La bêtise collective, pourquoi pas, mais l'intelligence collective, je demande à voir. Et en général, c'est des gens qui m'avancent des exemples qui sont tout à fait pertinents, hein, qui sont tout à fait recevables, qui sont souvent très médiatisés, où on va me dire, par exemple, pendant un rassemblement pacifique, par exemple un festival ou un pèlerinage religieux, eh bien on va voir des bousculades mortelles qui vont faire des centaines, voire des milliers de victimes. Et que ça, c'est pas un grand symbole d'intelligence, hein. C'est vrai. On me parle aussi souvent de panique. On me dit, bah, la foule, elle panique pour un rien. Les gens se mettent à courir dans tous les sens et c'est une forme d'exagération émotionnelle. Donc ça, au nouveau, c'est pas particulièrement intelligent. Les gens vont, on a vu ça récemment, dévaliser les rayons de papier toilette pendant une crise sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et ils vont se jeter, comme vous pouvez le voir sur ces images, parfois un peu bêtement, sur des promotions de quelques euros pendant le Black Friday. D'ailleurs, ce sont des images assez intéressantes, hein. C'est des phénomènes qu'on étudie parfois, que j'ai souvent l'habitude d'appeler une évacuation inversée. Vous savez, parce que c'est exactement la même dynamique qu'une évacuation d'urgence, sauf que les gens veulent entrer au lieu de sortir. C'est assez fascinant. Certaines personnes du grand public, un peu plus informées, me disent parfois, d'ailleurs, Gustave Le Bon, déjà en son temps, ne croyait pas en l'intelligence collective. Et c'est tout à fait vrai. Gustave Le Bon, donc, qui est le père de la psychologie sociale, écrivait déjà en 1895, dans son fameux Psychologie des foules, que les foules sont impulsives, irritables, incapables de raisonner, de porter un jugement, et que ce sont des caractères que l'on observe, je cite, chez des êtres appartenant à des formes inférieures d'évolution. Okay ? Donc pour lui, c'est très clair, l'intelligence collective, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, cette méfiance populaire vis-à-vis du collectif et de la foule, vous pouvez la retrouver assez facilement si vous faites une recherche sur Google. Vous allez chercher, par exemple, des citations en lien avec la foule, hein, j'ai fait ça récemment, et on en trouve tout un tas comme ça, assez amusantes, qui sont attribuées un peu à n'importe qui, hein, je dois le dire, en fonction des sites. Souvent, c'est Einstein ou Gandhi. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours ces deux-là qui ressortent. Et j'en ai préparé quelques-unes pour vous ici. Donc on a l'intelligence d'une foule est inversement proportionnelle au nombre d'individus qui la composent. D'accord ? Donc plus on est nombreux, plus on est bête, quoi, en gros. Une deuxième, le QI d'une foule est égal à celui du plus imbécile de ses membres.
Okay, donc ce sont des tournures qui sont un peu techniques comme ça, qui laissent penser qu'il y a un fond scientifique derrière, mais en fait pas du tout. Donc avec cette intro, vous devez vous dire, c'est super, il va nous expliquer qu'en fait tout ça c'est des idées reçues et qu'en réalité le collectif est intelligent toujours en toutes circonstances, etc. En fait c'est pas vraiment ce que je vais faire. Moi je ne suis pas un militant de l'intelligence collective, moi je suis juste chercheur. Et donc ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais m'interroger avec vous sur les conditions qui peuvent éventuellement conduire un collectif à se comporter de manière intelligente ou pas. D'accord ? On va essayer de voir ensemble. Et la méthode qu'on va utiliser, c'est juste une méthode scientifique, toute simple, c'est-à-dire qu'on va mesurer différentes formes d'intelligence dans un groupe, et puis on va voir quels sont les mécanismes qu'il y a derrière. On va essayer de comprendre comment ça se fait que dans ce cas-là, c'est plutôt intelligent, puis dans ce cas-là, ça ne l'est plutôt pas. D'accord ? Alors pour commencer, par exemple, je vais rebondir sur cette citation, le QI d'une foule. C'est intéressant comme notion, ça, le QI d'une foule, parce que le QI, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, c'est une valeur chiffrée. Donc pourquoi ne pas prendre cette citation au mot et puis se dire, moi je vais aller mesurer concrètement le QI d'une foule, et puis je vais voir s'il est égal à celui du plus imbécile de ses membres, comme le dit la citation. Pourquoi pas, après tout, on peut imaginer faire un truc comme ça. Alors d'ailleurs, il y a un test d'intelligence que je connais, que j'aime beaucoup, j'utilise pas mal dans mes études, qui s'appelle le test de Raven, les matrices de Raven plus précisément. Alors c'est peut-être un test que certains d'entre vous connaissent, et c'est un test qui contient 36 questions et qui mesure un aspect particulier de l'intelligence qu'on appelle la fluidité du raisonnement non verbal. Alors c'est un terme un peu compliqué, mais en gros c'est un test de logique, d'accord ? Et c'est un test qui est fiable et valide, qu'on utilise souvent en sciences. Et on a des statistiques assez précises à l'échelle de la population. Donc si vous faites passer ce test à un ensemble d'individus, eh bien en moyenne, vous pouvez vous attendre à obtenir 22 bonnes réponses sur 36 en moyenne. Et puis ici, vous avez la distribution des réponses que vous pouvez attendre. Le test se présente, les 36 questions se présentent toujours de la même façon. Ici, je vous donne un exemple. Donc vous avez en gros un bloc de 9 symboles. Et il faut trouver le symbole qui manque à la place du point d'interrogation pour compléter la suite logique parmi les 8 propositions qui sont affichées en dessous. D'accord ? Donc par exemple ici, est-ce que c'est la 1, la 2 ou la 3 jusqu'à la 8 qu'il faut mettre à la place du point d'interrogation pour compléter la suite logique? Alors ça c'est la première question du test, elle n'est pas trop difficile. Est-ce que peut-être vous avez une idée déjà, un peu? Oui, la 5, je l'ai entendu, à droite, à gauche. C'est un petit peu loin, mais j'ai entendu la 5. Effectivement, c'est la bonne réponse. C'est la numéro 5. Alors je vous laisse réfléchir, mais c'est vraiment pas difficile. Par contre, non, c'est pas difficile. Et en plus, ça c'est juste la première question du test. Et il y en a 36 comme ça qui sont de plus en plus difficiles d'ailleurs. Donc si je vous montre la deuxième déjà, on fait un peu moins les malins. Bref, ça c'est un test qui est conçu à l'origine pour être administré à une personne seule. Okay ? Mais nous ce qu'on aimerait faire, c'est détourner ce test et l'appliquer à un collectif, à un ensemble d'individus, pour mesurer d'une façon ou d'une autre l'intelligence, en tout cas cet aspect particulier de l'intelligence, pour un groupe tout entier. D'accord ? Et là où ça devient très intéressant, et c'est vraiment presque le cœur de ma présentation, c'est comment on fait ? Comment on fait pour administrer ce test à un groupe de personnes, d'accord, ensemble ? Imaginons, on a un groupe de 100 personnes, d'accord, on va dire 100. Et on va dire, pour simplifier, que ce sont 100 personnes prises au hasard dans la population. Donc elles n'ont même pas de compétences particulières a priori, elles sont prises au hasard dans la population. Okay ? Et nous, ce qu'on aimerait faire, c'est faire passer ce test à 100 personnes ensemble, collectivement, et voir quel va être leur score. Et la question vraiment, c'est comment on fait pour fusionner les jugements, les intuitions, les opinions, les personnalités de 100 personnes différentes en un seul jugement commun qui soit le plus précis possible. Cette étape, qui est vraiment le cœur du travail, ça s'appelle trouver une fonction d'agrégation. D'accord ? Je vais utiliser ce terme assez souvent dans ma présentation, une fonction d'agrégation. Une fonction d'agrégation, c'est juste une méthode qui permet de fusionner les jugements de plusieurs personnes en un seul jugement commun. D'accord ? Et des fonctions d'agrégation, on peut en imaginer un très grand nombre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y en a certaines qui vont bien marcher, et puis il y en a d'autres qui ne vont pas marcher. Et c'est là que ça devient rigolo. Par exemple, pour le test de Raven, on pourrait se dire, moi en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu comme on a fait tout à l'heure là, avec la première question. Je vais afficher la première question, puis je prends mes 100 personnes, et je leur dis, qui a une idée ?
D'accord ? Donc il y a des gens qui vont lever la main, ils vont donner une idée, les gens vont discuter, et puis ils vont arriver à un consensus. Je valide ce consensus comme réponse collective, et puis on passe à la deuxième question du test, puis on fait ça pour la troisième, la quatrième, jusqu'à la 36e, et ainsi de suite. Et comme ça, on peut tester la performance collective de notre groupe de 100 personnes. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ? En fait, pas vraiment. En fait, pas vraiment. Si vous optez pour cette fonction d'agrégation, qui est en fait la discussion libre, hein, le consensus, une fonction d'agrégation très commune, si vous optez pour cette fonction d'agrégation, je vous garantis que 90% du groupe ne va pas ouvrir la bouche. D'accord ? Soit parce qu'ils sont timides, soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce qu'ils ont besoin de plus de temps, etc. Et au contraire, ceux qui vont prendre la parole, ce n'est pas nécessairement les meilleurs, hein. Ceux qui vont prendre la parole, ce sont les plus bavards, les plus extravertis, etc. Donc en fait, si vous faites ça, vous allez filtrer votre groupe d'une certaine façon, mais non pas sur la base de la compétence, vous allez le filtrer sur la base de la confiance en soi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et en réalité, ça ne va pas très bien marcher. Alors, il faut imaginer une autre fonction d'agrégation pour ce problème. Quelqu'un, une fois, m'a dit, non, moi, ce que je vais faire différemment. Je vais faire un filtrage. C'est-à-dire que je vais prendre mes 100 personnes et puis je vais leur demander, qui est bon en logique ? Qui est le meilleur parmi vous en logique ? Alors, il y a quelques mains qui vont se lever, et puis je vais dire, OK, vous êtes les meilleurs, venez avec moi, les autres, vous pouvez rentrer chez vous. On va travailler juste avec les meilleurs. D'accord ? Ça s'appelle un filtrage, et c'est ce qu'on fait typiquement pendant un entretien d'embauche, hein. On sélectionne une personne, le ou la meilleure, parmi un groupe, un ensemble de candidats. À nouveau, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ? Eh bien, pas vraiment. Le problème, c'est que cette étape d'auto-évaluation où je dis qui est bon en logique, en fait, c'est une information qui n'est vraiment pas fiable. Dans cette expérience, par exemple, il y a deux psychologues, David Dunning et Justin Kruger, qui ont demandé à un ensemble de participants d'évaluer leurs compétences en logique, justement pour le test de Raven, donc celui dont on est en train de parler en ce moment. D'accord ? Et ils ont remarqué le résultat suivant. Donc quand ils demandent aux gens « Est-ce que vous êtes bon en logique ?» Essayez de vous auto-évaluer. On obtient la courbe noire que vous voyez, qui est en fait, qui dit en gros que tout le monde se voit un petit peu au-dessus de la moyenne. D'accord ? La courbe grise, en revanche, c'est les résultats du test sur les mêmes personnes. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, ceux qui se trouvent plutôt bons, en fait, ils ont un résultat très mauvais. Plutôt, je vais le mettre dans l'autre sens. Ceux qui ont un résultat très mauvais, à l'origine, ils se trouvaient un peu au-dessus de la moyenne. Et ceux qui ont un excellent résultat, vous voyez qu'ils se trouvaient aussi un peu au-dessus de la moyenne. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. D'accord ? Ceux qui sont mauvais ont tendance à se voir un peu meilleurs, et ceux qui sont très bons ont tendance à se sous-estimer. D'accord ? D'ailleurs, l'effet Dunning-Kruger est assez stable, hein, on l'observe dans plein de domaines différents. J'aime bien celui-ci, par exemple, le sens de l'humour. Ils l'ont fait également, vous voyez exactement le même résultat. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit « moi je suis quelqu'un quand même d'assez marrant dans la vie », ça se trouve, il n'est pas drôle du tout, quoi. On le retrouve également pour la grammaire et l'orthographe ou la conduite automobile, par exemple. Les gens qui répondent, 80% des gens interrogés trouvent qu'ils conduisent mieux que la moyenne, ce qui est statistiquement impossible, évidemment. Bref, on ne va pas s'en sortir comme ça. En réalité, pour ce problème en particulier, et juste pour ce problème, il existe une fonction d'agrégation qui marche très bien, et cette fonction d'agrégation, c'est un simple vote, sans discussion. Alors, il ne suffit pas que je vous le dise, hein, il faut qu'on comprenne un peu le mécanisme qu'il y a derrière. Pourquoi ça marche bien, le vote ? Je vais l'illustrer avec quelques exemples pour commencer. Pour cette question-là, imaginons qu'on demande à 100 personnes et que la moitié n'ait aucune idée de la réponse, ou bien ils n'ont pas envie de faire l'effort, peu importe. Leur vote va être aléatoire, et donc ils vont se répartir de manière homogène entre les 8 propositions, statistiquement. D'accord ? Parmi ceux qui restent, qui ont une idée, il y en a peut-être certains qui vont comprendre, et c'est important, juste une partie du problème. Ils n'auront pas la réponse exacte, mais ils vont comprendre juste une partie du problème. Par exemple, disons 20% de ceux qui restent vont comprendre, 20% du groupe vont comprendre que la forme qu'on cherche, c'est un sablier. Parce qu'ils vont voir la première colonne, c'est que des rectangles, la seconde, c'est que des triangles, la troisième, des sabliers. Ah, on cherche un sablier, sauf que des sabliers dans les propositions, il y en a 3. La proposition 1, la 4 et la 8. Donc ces gens-là, statistiquement, vont se répartir entre ces 3 propositions. Peut-être que d'autres, disons encore 20% du groupe, vont comprendre un autre aspect du problème. Eux, ils vont comprendre qu'il y a un effet de rotation, d'accord, qu'on cherche en fait un sablier vertical. Et des sabliers verticaux, il y en a 2, proposition 4, proposition 8, et donc ils vont se répartir entre ces 2 propositions. Et imaginons que seulement 10% du groupe ait trouvé la bonne réponse, et bien effectivement, avec la couleur qui est au milieu, la couleur noire, et bien ceux-là vont répondre 8. Avec ces proportions que j'ai choisies de manière complètement arbitraire, juste pour illustrer, on voit qu'effectivement,
la majorité, la barre la plus haute, va sur la bonne réponse, la réponse 8. Et ce qui est super, c'est que je peux changer ces proportions comme je veux, ça va toujours marcher. Par exemple, imaginons que la question soit horriblement difficile. 85% n'ont aucune idée. Seulement 10% ont compris le sablier, 4% ont compris le sablier vertical et seulement une personne sur 100 a effectivement compris la logique. Eh bien, la barre la plus haute sera toujours sur la réponse 8. Okay. J'ai fait cette expérience avec des groupes de 100 personnes, de manière répétée. Et pour cette question, voilà le résultat obtenu. Exactement ce que prédit la théorie. C'est-à-dire qu'on a dans l'ordre la proposition numéro 8, puis la 4, puis la 1. Exactement ce qu'on avait calculé. Une autre question, beaucoup plus complexe celle-ci. Je ne vais pas vous laisser le temps de réfléchir. Mais elle est vraiment difficile, la plupart des gens se trompent. Pour cette question, on fait à nouveau notre sondage sur des groupes de 100 personnes, on obtient cette distribution, et effectivement, la réponse 3 est la meilleure. Prenons le test dans son ensemble, d'accord ? 36 questions. Voilà le résultat. Individuellement, en moyenne, les participants, les 100 participants, ont 61% de bonnes réponses. Ça correspond à peu près aux 22 sur 36 qui sont attendus dans la population. Donc c'est tout à fait cohérent. C'est la note moyenne de la classe. Si je fais un travail de filtrage et que je vais chercher le meilleur membre de chaque groupe, imaginons que j'arrive effectivement à extraire le meilleur et que je m'appuie exclusivement sur le meilleur, le score sera de 87%. C'est le meilleur score dans chaque groupe. Mais si je fais ma fonction d'agrégation, donc le vote, j'obtiens ici 100% de bonnes réponses. D'accord ? Donc je répète un peu. On a un groupe de 100 personnes où chaque individu, en moyenne, a 61 sur 100. C'est la note moyenne de chaque individu. D'accord ? Le meilleur de chaque groupe a une note de 87 sur 100, mais si je veux aller plus haut que le meilleur, si je ne veux pas plafonner à 87, si je veux aller plus haut, eh bien, il y a une solution d'intelligence collective, c'est le vote, et avec ça, je vais arriver à 100%. Okay ? Alors, avec ce premier exemple un peu simple, qui était là vraiment juste pour vous introduire les différentes notions, on comprend que l'intelligence collective, c'est pas juste mettre des gens ensemble et dire regardez ça marche pas. L'intelligence collective, c'est vraiment ce travail d'essayer de trouver la bonne fonction d'agrégation et donc de comprendre un petit peu les mécanismes cognitifs qu'il y a derrière chaque problème. Et la mauvaise nouvelle, c'est que en fait, la bonne fonction d'agrégation, eh bien, elle va varier. Elle va varier en fonction de la nature du problème, en fonction de la composition du groupe et en fonction de la taille du groupe. D'accord ? Et c'est là que ça devient un petit peu complexe. C'est là que le travail de chercheur va vraiment se mettre en place. Donc le vote, par exemple, qui marche si bien pour l'exemple dont je vous ai parlé à l'instant, eh bien peut-être que ça ne marchera plus pour un autre type de problème qui ne soit pas un problème de logique. Peut-être que ça ne marchera plus avec un groupe qui n'est pas de 100 personnes, mais qui est juste de 3 personnes. Peut-être que ça ne marchera plus si je prends un groupe, je ne sais pas, de médecins ou un groupe de comédiens, par exemple. Donc la bonne fonction d'agrégation dépend de la nature du problème, de la taille du groupe et de la composition du groupe. D'accord ? Alors si vous avez été inattentif et que vous dites « oui, donc il suffit de voter, c'est ça, ça marche à tous les coups », non, c'est pas ça. Il ne suffit pas de voter, ça ne marche pas à tous les coups. D'ailleurs, je vais vous donner un contre-exemple tout de suite. Voici donc un extrait de l'émission « Qui veut gagner des millions ?» Et on a un candidat qui s'appelle Henri et qui fait face à une question qui est la suivante. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre ? Et il a 4 propositions, la Lune, le Soleil, Mars ou Vénus. La question peut paraître simple à certains, mais Henri ne sait pas. Henri ne sait pas, il fait donc appel au public. Vous savez, dans l'émission, il y a un joker public où le candidat peut demander au public, donc environ 100 personnes, public qui est présent sur le plateau, de voter pour l'aider à se décider. Donc Henri fait appel au public et il obtient un vote qui est le suivant. Donc la majorité vote pour le Soleil à 56%. Donc le Soleil tourne autour de la Terre. Henri est rassuré. Tout sourire, il valide la réponse le Soleil et il est éliminé. Évidemment, c'était la Lune. Ok ? Alors, ne vous moquez pas, parce que je peux vous trouver des questions en apparence très simples où vous allez vous-même vous tromper. Je vous garantis que la majorité va se tromper pour des questions qui ont l'air très simples. Avec les capitales, par exemple, c'est presque trop facile. La capitale de la Côte d'Ivoire, Abidjan, évidemment. La capitale de la Turquie, Istanbul. Et la capitale de l'Afrique du Sud, c'est Johannesburg. C'est évident. Non. Ouais, je suis sûr qu'il y en a quand même qui sont très étonnés. Ce n'est pas la bonne réponse. C'est évident, mais c'est aussi évident que c'est faux. Et ce sont des questions que j'aime bien poser en public. Et voilà des résultats que j'obtiens, par exemple, et on voit que ça marche à chaque fois. La majorité tombe dans le piège pour toutes ces questions. La capitale de la Côte d'Ivoire n'est pas Abidjan. Pourquoi cette fonction d'agrégation, le vote ? Pourquoi ça marchait super bien tout à l'heure, et là ça marche plus d'un seul coup ?
Pourtant, les problèmes se ressemblent, hein. On a quand même une sorte de questionnaire à choix multiples. Pourquoi ça ne marche plus maintenant? En fait, ce n'est pas la même nature de problème. Tout à l'heure, on avait un problème de logique, et ici, on a un problème dit d'agrégation de connaissances. Ça ne fait pas appel aux mêmes fonctions cognitives. Et donc, il faudra utiliser une fonction d'agrégation différente. Je vais prendre un cas très concret où un vote à majorité ne va pas fonctionner. Un exemple que j'ai choisi exprès pour vous, puisqu'il est en lien avec la médecine. Dans cette publication, les auteurs vont tester les performances collectives de 40 dermatologues sur une question de dermoscopie. Alors, je vous dis tout de suite, je suis incapable de vous expliquer plus en détail la nature de ce problème, hein, parce que je ne suis pas médecin, d'accord? Mais de manière simplifiée, d'ailleurs je vous invite à consulter la publication, je l'ai mise en dessous exprès si ça vous intéresse, mais de manière simplifiée, chaque dermatologue, on présente à chaque dermatologue une photographie d'une lésion pigmentée comme celle-ci, et seulement une photographie, une seule, donc pas d'autres informations, et à l'œil nu, le dermatologue doit dire s'il s'agit d'une lésion mélanocytaire ou d'une lésion non mélanocytaire. D'accord? Donc j'ai compris que c'était un exercice très difficile de ce que j'ai vu dans la publication, à savoir que normalement on ne fait pas comme ça et qu'il y a énormément d'incertitudes autour de la réponse si on a juste une seule photo en information. Il y a 108 photographies en tout, donc 108 questions différentes, d'accord, 40 dermatologues, et moi j'ai récupéré ce jeu de données, et ce qui m'intéresse, c'est de regarder pour chaque photo, quelle est la précision individuelle moyenne, donc quelle est la précision de chaque dermatologue en moyenne, et quelle est la précision collective si on applique un vote, donc la même fonction d'agrégation à nouveau. Voici les résultats. La précision individuelle moyenne est de 63%, d'accord, qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait tout à l'heure avec le test de Raven. Donc on peut se dire, ah, on est bien parti, on est sur la bonne piste, je vais faire une majorité, et je me doute bien qu'on va arriver à 100% comme tout à l'heure. Bien en fait non, on arrive seulement à 65%. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, en fait, si on regarde plus en détail les proportions de réponses pour chacune des 108 questions, on se rend compte que c'est un peu comme les capitales, en fait. C'est-à-dire que dans l'ensemble, pour 65% des cas, effectivement, la majorité va se porter sur la bonne réponse. Et donc, notre méthode, notre fonction d'agrégation va bien fonctionner. Mais il y a quand même un tiers des cas qui sont un peu trompeurs. Exactement comme pour les capitales. Il y a un tiers des pays, environ, plutôt 40%, où la capitale est un peu trompeuse, en fait. Et la majorité va tomber dans le piège, exactement comme les dermatologues ici tombent dans le piège. Alors, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Cette fonction d'agrégation ne marche plus. Du coup, il faut en trouver une autre. Laquelle? Pendant longtemps, les chercheurs se sont tournés vers l'indice de confiance. Ils se disaient, mais en fait, dans cette minorité qui a raison, les gens doivent être plus sûrs d'eux, ils doivent être plus confiants, parce qu'ils ont trouvé le piège. Hein. Les gens qui disent non, ce n'est pas Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, ils doivent avoir plus de confiance en eux. Donc on pourrait poser une question subsidiaire comme ça, et dire, en plus de récolter la réponse, on va sonder la confiance de la personne qui répond. On va dire, quel est votre degré de confiance sur une échelle allant de 1 à 4, par exemple. Et là, on a une information supplémentaire. Donc, on peut concevoir de nouvelles fonctions d'agrégation. On va se dire, par exemple, je vais prendre seulement les gens qui ont mis un niveau de confiance maximum et je vais regarder la majorité parmi eux. D'accord? Donc là, vraiment, je fais une sous-sélection, les gens qui sont sûrs d'eux, et là, je regarde la majorité. Résultat, à peine mieux. On arrive à peine à gratter 1 point de précision en utilisant cette méthode. Peut-être qu'on pourrait faire différemment. On pourrait se dire, OK, je vais faire une majorité pondérée. C'est-à-dire qu'un vote de confiance 4 vaut 4 fois plus qu'un vote de confiance 1. Et comme ça, on peut avoir quelque chose qui prend en compte la confiance. Toujours pareil. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. On est coincé. On est coincé, on n'a aucune fonction d'agrégation qui nous permet de résoudre ce problème. En tout cas, on n'en avait aucune jusqu'à 2017. En 2017, il y a un brillant chercheur du MIT que j'aime beaucoup, qui s'appelle Drezen Prelec, qui a trouvé la bonne fonction d'agrégation. Alors c'est un projet, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, c'est un projet qu'il a commencé en 2007 et qu'il a publié en 2017. Donc vous voyez qu'il lui a fallu 10 ans, bon, j'imagine qu'il faisait d'autres choses en attendant, mais il a fallu 10 ans en tout cas de projet pour réussir à trouver la bonne fonction d'agrégation. Et il a ce projet dont le titre est très explicite, hein, en anglais, Finding the Truth When Everybody's Wrong, donc trouver la bonne réponse quand tout le monde se trompe. Et Prelec, il a exploré une multitude de domaines où la majorité a tendance à se tromper. D'accord? Donc il a travaillé sur les capitales, il a travaillé sur le jeu de données de dermatologie dont je vous parlais, travaillé sur des questions de culture générale, il travaille sur des questions d'estimation d'œuvres d'art. Alors ça marche à tous les coups aussi. Donc on vous montre une œuvre d'art et vous devez choisir est-ce qu'elle vaut moins de 1000 $ ou plus d'1 million de $. D'accord? Donc moi, par exemple, qui suis néophyte, je vois la première, je me dis, bon,
Ça a l'air un peu profond, un peu subtil, donc c'est probablement plus d'1 million. Et la deuxième à côté, bon, elle est un peu nulle, donc probablement moins de 1 000 $. Évidemment, c'est l'inverse. Mais l'idée, c'est vraiment, si on demande à plein de gens, il y a bien un certain nombre de personnes dans le groupe qui auront déjà vu ces œuvres, qui connaîtront la capitale de la Côte d'Ivoire, ou qui auront trouvé cet indice particulier dans les photos de dermoscopie. Il y a bien cette connaissance, elle est présente dans le groupe. Comment on fait pour l'extraire, sachant qu'on ne sait pas à l'avance si la majorité va se tromper ou pas? Comment on fait ça? C'est assez frustrant. Eh bien, Prelec, lui, il a trouvé. C'est une nouvelle fonction d'agrégation que j'appelle parfois la méta-majorité. D'accord? Elle consiste à poser à chaque membre du groupe 2 questions. La première, c'est celle dont on veut la réponse. Donc par exemple ici, Madrid est la capitale de l'Espagne, oui ou non? D'accord? La deuxième question, elle est plus subtile. C'est une question de métacognition où on demande aux participants, à votre avis, que vont répondre les autres? D'accord? On demande aux membres du groupe d'essayer d'anticiper où va se trouver la majorité pour cette question. Et pourquoi c'est malin de faire ça? C'est très malin en fait. Prenons l'exemple de la capitale de l'Espagne. Madrid, capitale de l'Espagne, oui. On répond oui parce que c'est évident. Que vont répondre les autres? Ils vont répondre oui aussi, parce que c'est évident aussi. D'accord? Donc tout le monde va dire oui, Madrid est la capitale de l'Espagne. En fait, vous n'avez aucune raison de penser que les autres vont répondre différemment de vous. Donc si vous regardez les distributions de réponses à ces 2 questions, elles vont être identiques. Vous n'avez aucune raison de penser que ça va être différent. À moins que vous n'ayez anticipé un piège. Question sur la Côte d'Ivoire. Quelle est la capitale? Non, Abidjan est la capitale de la Côte d'Ivoire. La plupart des gens répondront oui, parce que c'est évident. Que vont répondre les autres? La plupart des gens répondront, ils vont répondre oui aussi, parce que c'est évident. D'accord? Mais vous, maintenant, qui savez, vous connaissez le piège. D'accord? Vous, si je vous pose ces 2 questions, vous allez répondre non, Abidjan n'est pas la capitale de la Côte d'Ivoire. Et que vont répondre les autres? Ils vont répondre oui, parce que vous connaissez le piège. Maintenant, si je regarde la distribution de réponses à ces 2 questions, je vois qu'il y a une anomalie. Elles sont plus identiques. En fait, ce qui se passe, c'est que la minorité qui a répondu non à la première question va se reporter sur le oui quand on lui pose la question de métacognition. Eh bien, si vous voyez ce motif apparaître, si vous voyez cette anomalie, c'est le signe que vous êtes face à une question piège. Et dans ce cas-là, c'est la minorité qui détient la bonne réponse. D'accord? Prelec a testé donc cette nouvelle méthode de méta-majorité sur les différents domaines dont je vous parle, les capitales, les données de dermoscopie, la culture générale et les œuvres d'art, et à chaque fois, ça marche très bien. En réalité, c'est la méthode qu'on connaît le mieux en ce moment pour tous les problèmes d'agrégation de connaissances. OK ? Voilà, donc j'ai essayé de vous illustrer un petit peu tout ça. C'est un petit peu ce qu'on fait au laboratoire aujourd'hui. Donc on établit une sorte de répertoire de fonctions d'agrégation qui marchent ou ne marchent pas en fonction de la nature du problème, en fonction du contexte. Et les problèmes peuvent être beaucoup plus complexes. Là, j'ai fait vraiment une introduction très légère, mais si j'avais 2 heures avec vous au lieu de 30 minutes, eh bien, je vous parlerai de problèmes d'estimation, de problèmes de prédiction, je vous parlerai de problèmes d'optimisation, de problèmes d'innovation, de création collective, etc. Il y a une multitude de problèmes différents avec une multitude de méthodes différentes qui s'appliquent à chaque fois, qui peuvent être très sophistiquées, beaucoup plus sophistiquées qu'un simple vote. Alors, il me reste 3 minutes, j'aimerais vous parler rapidement d'une fonction d'agrégation en particulier qu'on utilise vraiment très souvent, qui est la discussion. Vous allez me dire, oui, nous, à chaque fois qu'on doit prendre une décision, on s'assoit ensemble, on discute et puis on décide comme ça. Alors, pour le test de Raven, j'avais écarté cette option parce qu'il y en a une qui marchait beaucoup mieux. Mais vous pouvez me dire, qu'est-ce que ça vaut, quoi? Est-ce que ça marche bien juste de discuter comme ça ou est-ce que c'est vraiment complètement nul? Eh bien, quand on fait des expériences en laboratoire contrôlé, on fait ça, on invite des participants, on les laisse discuter autour d'une table pour trouver la solution à un problème et puis on essaie d'évaluer si c'était une bonne solution ou non. Quand on fait ça en laboratoire, en fait, le résultat est un peu imprévisible. C'est-à-dire que des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. En réalité, il y a énormément de biais qui vont se glisser dans une discussion et qui vont rendre le résultat imprévisible. Par exemple, le biais le plus commun que vous connaissez sûrement, c'est l'inégalité du temps de parole. D'accord ? Vous avez dans une discussion toujours quelqu'un qui parle plus que les autres. D'accord ? Si vous rangez les gens qui parlent du plus bavard au moins bavard, vous obtenez un schéma qui ressemble à ça. Donc le plus bavard parle en général 2 fois plus que le deuxième plus bavard, etc. Et ça, c'est un problème en termes d'intelligence collective, parce que ça veut dire que la décision du groupe, en fait, va être restreinte à la décision d'une seule personne, la plus bavarde. Et souvent, c'est basé sur un attribut un peu arbitraire, par exemple le fait d'être un homme, ou le fait d'être plus âgé, ou le fait d'avoir un statut professionnel plus important. Et des biais de ce genre, il en existe une dizaine, peut-être même une quinzaine, qui vont rendre la discussion
imprévisible. Il y a toutefois de l'espoir, des promesses dans ce domaine, parce qu'il y a des études qui montrent qu'on peut aller un peu plus loin. Par exemple, cette étude du MIT qui a été conduite par Anita Woolley, ils ont formé des groupes d'individus, donc des petits groupes, des groupes de 5, et ils les ont testés sur un ensemble de problèmes différents. Et ils ont fait une découverte assez intéressante. Ils se sont rendus compte que la performance d'un groupe est stable d'un problème à l'autre et dans le temps. D'un problème à l'autre, ça veut dire que si vous prenez un groupe, vous remarquez que le groupe fonctionne bien pour un type de problème, par exemple un problème de logique, eh bien ça va marcher aussi pour un autre type de problème, et encore aussi pour un autre type de problème, comme si le groupe fonctionnait bien. Et si vous essayez de dissoudre le groupe et que vous le reformez, disons 6 mois plus tard, vous obtenez toujours des résultats cohérents. D'accord ? C'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur d'un groupe qui faisait que ce groupe marche bien ou ne marche pas. Et du coup, on a vraiment envie de savoir c'est quoi ce quelque chose. Parce que ce serait super de pouvoir avoir cette clé qui détermine pourquoi un groupe marche, pourquoi un groupe ne marche pas. Ils ont tout testé. Ils se sont dit, peut-être qu'un groupe qui marche, c'est un groupe qui est fait de gens qui sont intelligents. Mais en fait, non. Il n'y a pas de corrélation entre la performance individuelle moyenne des membres du groupe et la performance du groupe. Vous pouvez prendre des gens super intelligents, puis vous les mettez ensemble et ils n'arrivent à rien. Il n'y a pas de corrélation. Peut-être que c'est juste le meilleur, un effet leader. Peut-être qu'il y a dans le groupe une personne, en fait, qui est vraiment super forte. Toujours pas. Pas de corrélation. Peut-être que c'est la satisfaction, la cohésion, la motivation du groupe. Non, tout ça ne corrèle pas avec la performance du groupe. Alors c'est quoi exactement, se demandent les chercheurs. En fait, ils ont trouvé des attributs prédictifs. L'égalité du temps de parole, la synchronisation faciale, je ne rentre pas dans les détails parce que je suis un peu juste dans le temps, et surtout un attribut qui est vraiment primordial, qui détermine très fortement la performance du groupe, c'est ce qu'on appelle la sensibilité sociale. Et la sensibilité sociale, c'est une chose qu'on peut mesurer très facilement à l'aide d'un test qui s'appelle le test de lecture dans les yeux. D'accord ? Donc vous montrez une photographie comme celle-ci à une personne, c'est un acteur qui exprime une émotion, et on coupe la photo juste au niveau des yeux. Et on demande quelle est l'émotion qui est exprimée par ce regard. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des gens qui arrivent à faire ça très très bien, qui sont très à l'aise pour faire ça, et puis il y en a d'autres qui n'arrivent pas du tout. Et donc il y a cette différence dans notre capacité à lire les émotions dans les yeux. Eh bien, dans ces groupes qui ont été testés par le MIT, ceux qui sont composés de gens qui arrivent bien à lire dans les yeux sont aussi les groupes les plus performants. D'accord ? Et en fait, l'intelligence du groupe, elle réside non pas dans l'unité, dans l'intelligence des individus, mais plus dans la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres. Comme j'essayais d'aller vite, j'ai passé un élément très important qui vous fait sourire à l'instant, donc je vais revenir dessus, je vais prendre 30 secondes. Figurez-vous que, à l'échelle d'une population, les femmes ont un score plus élevé que les hommes à ce test. D'accord ? À l'échelle d'une population, les femmes sont plus à même de lire dans les yeux que les hommes. Par conséquent, on retrouve que les groupes qui performent le mieux sont aussi ceux où la proportion de femmes est la plus importante, parce qu'en fait, il y a cette capacité des membres du groupe, en l'occurrence des femmes, à se mettre à la place des autres et à réussir à anticiper le jugement, l'opinion des autres, et du coup, ça crée une égalité de temps de parole, etc. Voilà, je passe cette diapositive, et je vous laisse avec des références en lien avec l'intelligence collective et la médecine, si ça vous intéresse. Je vous remercie pour votre attention. Un grand merci à Mehdi Moussaïd pour cette intervention qui, j'en suis sûr, va nourrir de belles discussions au cours de ce congrès. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir sa chaîne YouTube et son livre intitulé tous les deux Fouloscopie. Suite à cet éclairant prolégomène, nous allons maintenant entendre l'incipit de ce congrès dans un chant à deux voix. Celle du président du comité d'organisation et du Collège de la médecine générale, le professeur Paul Frappé, et celle du président du comité scientifique du congrès, le docteur Cyril Bègue.
Monsieur le ministre délégué en charge de la santé et de la prévention, Mesdames et Messieurs les délégués interministériels, présidentes et directrices, présidents et directeurs des conseils nationaux professionnels de soins primaires, de l'Agence nationale de sécurité du médicament, de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la délégation à la sécurité routière, des filières de santé maladies rares, de la Haute Autorité de santé, de l'Institut national du cancer, de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives et de Santé publique France, Monsieur le Président du Comité scientifique du Congrès, cher Cyril, chères consoeurs, chers confrères et chers amis, au nom des 24 structures fédérées au sein du Collège de la médecine générale et au nom du comité d'organisation de ce CMGF, soyez tous les bienvenus dans ce 17e congrès de la médecine générale France. Ce congrès est placé sous le thème des mythes et réalités en médecine générale. Alors, c'est l'histoire d'un dieu. Désolé pour ceux qui la connaissent, je la raconte pour les autres. Un dieu qui s'ennuyait tellement sur son nuage qu'il décida un jour d'aller voir comment ça se passe sur Terre. Il prend donc l'apparence d'un homme, et comme les médecins se prennent souvent pour Dieu, il se dit qu'un juste retour des choses est de devenir médecin. Il reste humble, il est donc généraliste, et pour entrer doucement en matière, il s'inscrit à l'ordre comme remplaçant. Arrive le premier jour de remplacement. Comme il n'a pas d'enfant à déposer à l'école, il se pointe au cabinet à 7 heures, et il y a déjà une dizaine de patients devant la porte. Notre dieu remplaçant les fait donc entrer en salle d'attente et appelle le premier. S'avance un homme âgé, aveugle, paraplégique, en fauteuil roulant, qui semble perclus de douleur tellement il gémit dès qu'il se met en mouvement. La porte se referme et la consultation commence. Le divin remplaçant, ne connaissant rien aux AMM et autres certificats MDPH, il fait au plus pratique, avec ses pouvoirs magiques, et pif-paf, 5 minutes plus tard, le patient ressort du cabinet, debout sur ses 2 pieds, en poussant son fauteuil roulant, l'œil vif et la démarche chaloupée. Quand il passe devant la salle d'attente, les autres patients l'interpellent. « Alors, il est comment le remplaçant ?» Et l'homme de répondre « Bof, il m'a même pas pris l'attention. » Cette petite histoire souligne toute l'importance des rituels de soins et du récit que ces rituels permettent d'écrire. Il n'est donc pas inutile de prendre le temps d'un congrès pour réfléchir à la place du récit, qu'il soit mythique ou bien réel, dans notre profession. Pour commencer d'un point de vue collectif, les mythes permettent à une communauté de faire cohésion autour d'une histoire porteuse de sens. Dans la grande communauté de l'offre de soins, le récit mis sur le papier pourrait aujourd'hui ressembler à ceci. Bienvenue dans un système qui, derrière son apparente organisation, cache mal une polarisation croissante avec des petits princes qui travaillent chacun sur sa planète et puisent l'explication de leurs difficultés dans une maxime bien pratique, l'enfer c'est les autres. Mais qui est l'ennemi? Les infirmières de pratique avancée? L'assurance maladie? L'hôpital? Les autres professions de santé, les politiques, l'industrie, les patients qui posent des lapins ou bien nous-mêmes. Tous constituent des boucs émissaires sans doute trop faciles pour être vrais. Nous ne sommes pas la cause du malheur des autres et réciproquement. Il nous faut déconstruire ces explications faciles, ces mythes, comme ça avec cette étude de nos confrères urgentistes qui constatent que le taux de recours aux urgences, ici en ordonnée, n'est pas lié à l'accessibilité aux médecins généralistes, ici en abscisse, venant ainsi dégonfler l'idée selon laquelle moins il y a de médecins généralistes, plus les patients consultent aux urgences. Cette polarisation et le manque d'empathie politique qui l'accompagne sont dévastateurs. Si de loin, les médecins généralistes peuvent donner l'image qu'ils ne sont pas à plaindre, pas si malheureux que ça, et que leur colère ne relève que d'une réaction épidermique, comme ici, sans faire de misérabilisme, le malaise est profond dès que l'on gratte le vernis, avec une vraie crise de confiance où certains perdent leur sang-froid, craignent bientôt les années de sévices après des années de service et en viennent à évoquer le déconventionnement, quitte à être taxé d'antisocial. L'évolution des métiers cristallise aujourd'hui le malaise.
alors que d'autres professions s'emparent successivement de la vaccination, de la réalisation de tests diagnostiques, de certificats de décès ou encore de la prescription d'antibiotiques, certains se demandent quels crimes nous avons bien pu commettre, quelle lumière nous avons bien pu voler et à qui pour mériter d'être condamnés, tel Prométhée qui se fait dévorer le foie par l'aigle du Caucase, à se faire éternellement manger nos activités par d'autres professions voraces. Nous avons plus que jamais besoin d'un récit politique clair, d'une vision centrée sur les rôles plutôt que sur les activités, qui cadre de façon logique l'évolution des métiers, qui les fasse tous évoluer, y compris le nôtre, en suivant une ligne consensuelle plutôt que par à-coups erratiques au gré des corporatismes. Car évolution sans vision n'est que ruine du soin. Elle fera du pharmacien le buraliste du système, à vendre bientôt des permis de pêche et des cartes Pokémon. Et elle fera de l'infirmier, comme en temps de guerre, le rutabaga d'un médecin patate aux contours mal définis. Nier les identités et la pertinence de chaque rôle soignant, faire le mélange des couleurs dans la cabane du Ségur, c'est aboutir à un globi-boulga informe, où les activités auront tellement été diluées que plus personne ne se sentira responsable de rien, délaissant les patients désorientés au milieu d'une offre de soins devenue illisible. Il n'y a pourtant pas à chercher bien loin pour trouver ce cadre d'évolution, et notre collège y travaille dans ses échanges avec les autres conseils nationaux professionnels. Ce cadre pourrait par exemple reprendre l'ensemble des activités de réponse aux demandes de soins et d'initiatives en prévention, en dépistage, en suivi, et déterminer lesquelles pourraient intégrer chaque profession du fait de l'évolution du cœur de métier, en intégrant par exemple pour la médecine générale l'échographie officiellement dans notre exercice, du fait de la place particulière qu'occupe chaque professionnel, qui confère par exemple aux infirmiers un regard précieux sur le contexte à domicile concernant l'observance au traitement, mais aussi de possibles violences intrafamiliales. C'est aussi le kiné à qui le patient va pouvoir parfois confier des problèmes qu'il juge honteux. La simplification des parcours de soins, la sécurisation de situations à risque d'oubli et le renforcement des messages par exemple d'éducation thérapeutique en étant multivecteur sont autant de lignes qui pourraient guider une évolution des métiers consensuels. Le préalable à cette évolution, c'est donc de régler la mire des soins primaires, de redonner des couleurs et reconnaître chaque cœur de métier. Il nous faut réaffirmer qu'être médecin généraliste traitant aujourd'hui, c'est être un empêcheur de soigner en rond, en établissant avec le patient sa stratégie de prévention et de suivi. C'est réguler la consommation de soins sans la fliquer. C'est rester la rare porte ouverte à tous les motifs de consultation et en assurer le service après-vente. Le Collège de la médecine générale relance à l'occasion de ce congrès un travail pour réactualiser notre référentiel métier et je vous invite tous à y participer. Cette reconnaissance du cœur de métier de médecin généraliste est l'élément toujours manquant d'une gestion efficace de la démographie médicale. Car derrière les 3000 diplômés de médecine générale que les facultés lancent chaque année dans les tuyaux, derrière les indicateurs démographiques qui ne décomptent que les diplômés de médecine générale inscrits à l'ordre des médecins, le système fuit de partout. Et quant à la sortie, la population en recherche de médecins traitants se demande où sont passés tous ces diplômés. C'est un peu le jeu « Où est Charlie, le diplômé de médecine générale ?» Car Charlie fait tourner les services d'urgence, Charlie fait tourner les services de médecine hospitalière polyvalente, quand Charlie ne fait pas de multiples autres métiers, dans le soin, hors de soin, comme du laser esthétique. Ce congrès n'a pas pour seul objet de dresser des constats. Il veut aussi proposer un récit qui nous permette de mieux appréhender l'avenir. Les enjeux sont nombreux sur lesquels nous devons nous projeter. Je vous montre cette diapositive présentée par Anna Stavdal lors de la keynote d'ouverture du Congrès mondial de médecine générale qui a eu lieu cette année à Sydney. Elle témoigne que nos enjeux se partagent bien au-delà de nos frontières et que nous ne sommes pas seuls face aux questions de démographie médicale, de fragmentation de l'offre, de consumérisme ou d'intégration des technologies dans nos pratiques. De même que les enjeux de la médecine générale sont mondiaux, les enjeux de santé sont planétaires.
Vous pourrez découvrir à l'occasion de ce congrès l'excellent document de recommandation élaboré par le groupe Santé planétaire du Collège de médecine générale pour proposer des repères à tous ceux qui souhaitent organiser un congrès ou un rassemblement, quelle que soit sa taille. Nous essayons à notre niveau de les intégrer progressivement dans l'organisation de ce CMGF, car il ne s'agit pas d'être ou ne pas être éco-responsable, mais de s'inscrire dans un processus éco-responsable. La santé planétaire interroge aussi toutes nos activités, dans nos prescriptions, mais aussi dans l'équipement de nos cabinets. À l'image des smartphones qui devront bientôt tous avoir une connectique USB-C, je rêve qu'une réglementation vienne obliger les fabricants à proposer une connectique universelle pour tous les brassards à tension. La santé planétaire passe dans la gestion de notre temps, non pas en grattant au chronomètre des petits bouts de minutes par-ci par-là, mais en luttant contre le gaspillage de ce temps en tâches inutiles sans aucune plus-value médicale. La santé planétaire interroge enfin notre profession dans toute sa globalité. Quelle médecine générale voulons-nous léguer aux générations futures qui sortiront des facultés ? C'est le seul but légitime qui doit guider aujourd'hui nos actions syndicales, nos actions de recherche et nos actions de formation. En ce sens, il y a urgence à donner le cadre de la 4e année de DES pour que les étudiants ne soient plus insécurisés sur leur avenir. Le récit de ce congrès est aussi là pour créer du lien. Nous accueillons toujours plus de partenaires, toujours indépendants de toute industrie de prescription. Retrouvez donc en toute liberté tous ceux qui soutiennent la tenue de ce congrès et souhaitent vous partager leur travail. Retrouvez aussi toutes les institutions avec qui le CMG travaille tout au long de l'année, leurs actualités, les nouvelles recommandations, ainsi que tous les nouveaux documents élaborés ensemble cette année, et la politique partenariale qui guide tous les choix du comité d'organisation en la matière est mise à la disposition de chacun sur le site du congrès. Nous avons la chance d'avoir un congrès qui grandit chaque année, et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous accueillerons en 2026, ici même à Paris, le Congrès européen de médecine générale, la Wonka Europe. Rassurez-vous, il y aura toujours la partie francophone du Congrès, mais pour accueillir dignement nos confrères de tous les pays et profiter pleinement des échanges, nous vous proposons de nous préparer dès aujourd'hui en se formant tous ensemble à l'anglais avec l'application Elsa Speak. Pour profiter de cette émulation collective, inscrivez-vous donc sans attendre sur english.cmg.fr ou anglais.cmg.fr, les deux fonctionnent. Et pour garder la motivation tout au long de l'année, nous mettons en place un petit challenge avec un rendez-vous dans un an où les plus assidus se verront offrir une place pour la soirée de gala 2026 qui se déroulera au Musée du Louvre. Enfin, les mythes viennent interroger nos valeurs. Je ne donnerai jamais la mort délibérément. Devra-t-on bientôt faire modifier le serment d'Hippocrate ? Sans attendre la loi sur la fin de vie, et alors que le groupe de travail dédié du Collège de médecine générale vient de publier un positionnement collégial sur le sujet, nous vous proposons un coup de projecteur sur les soins palliatifs lors du ciné-débat de ce soir pour mettre en valeur ces soins et dévoiler combien les professionnels de ville sont eux aussi mobilisés aux côtés des équipes hospitalières. Sur un autre plan, les preuves sont-elles la seule valeur sur laquelle doit reposer notre evidence-based medicine ? Quand la science est muette, quand les niveaux de preuves sont trop faibles, nous nous retrouvons à court de récits et le patient peut trouver bien angoissant le silence de nos propositions. C'est sans doute pour préserver ce récit, cette clé qui permet d'intégrer l'épisode de soins au patrimoine immatériel du patient, que se développe aujourd'hui le concept de médecine fondée sur les valeurs. La littérature s'enrichit chaque jour sur le sujet, comme avec ce très bel article de Mila Petrova qui en décrit 10 principes pratiques. Relevons par exemple le numéro 2, la nécessité de s'intéresser aux valeurs du patient, pas seulement quand celles-ci sont susceptibles de poser problème. Voilà donc bien des perspectives qui ouvrent le regard sur ces journées printanières. Alors, tel le chant des merles dans le clair du matin, que ces journées ramènent un peu de poésie dans vos exercices.
Et tandis que Rimbaud dévoile dans Le Dormeur du Val qu'il est mort lorsqu'il dit que les parfums ne feront pas frissonner sa narine, puissent ces 3 jours montrer que nous sommes une spécialité pleine de vie et que le parfum de médecine générale qui baigne ce congrès vous fasse frissonner la narine. Excellent congrès à tous. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les représentants des institutions partenaires, cher président du comité d'organisation, cher Paul, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, c'est avec grand plaisir, au nom du comité scientifique, que je vous souhaite la bienvenue à ce 17e congrès Médecine Générale France. Voici mes liens d'intérêt. Et j'aimerais que cette année, nous progressions encore pour se rapprocher des 100% de déclarations de liens d'intérêt avant les présentations. Alors si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de créer votre diapositive sur archimède.fr. Être président du comité scientifique, c'est avoir la chance d'avoir une équipe mythique. Alors non, ce n'est pas Didier, Lilian et Zizou, mais voici mon Olympe à moi. Et il faut au moins une équipe... Merci. Et il faut au moins une équipe olympienne pour s'attaquer au mythe de Sisyphe version CMGF. Valider les grilles d'évaluation, élaborer le guide de soumission, lancer l'appel à communication, double noter chaque abstract, les sélectionner en fonction de leurs notes et créer les sessions. On a encore trop souvent des résumés non anonymisés ou des forces et des limites absentes. Même si on a bien conscience que le guide de soumission n'est pas toujours facile à appréhender, surtout quand on soumet à 23h54 le dernier jour. On insiste car cela nous facilite la vie et surtout donne un maximum de chance à votre travail d'être valorisé à son juste niveau. Du coup, nous avons décidé de varier les méthodes pédagogiques. Voici donc la petite chanson du CS. Quelqu'un vient là. Allez. Oh, oh, toi qui soumets, pa, un bon résumé, pa. As-tu le petit guide qui t'aidera à rédiger et qui permettra au CS de mieux te noter. Après avoir bien travaillé, j'ai eu envie de diffuser les résultats que j'ai trouvés à tout abréger. Dernière lecture, j'ai vérifié la bonne méthode, j'ai cliqué et sans oublier rien d'analyser. Merci. Et le comité scientifique, c'est beaucoup de sérieux, mais aussi du rire. Samedi midi, pour la session de clôture, Jean-Louis Lequellec, anthropologue et préhistorien, répondra à la question « La science abolit-elle les mythes ?» En attendant ce moment qui s'annonce passionnant, je vous invite d'ailleurs à décaler votre départ au samedi midi si ce n'est pas déjà le cas, je vous propose de vous présenter la méthode Made in CMGF pour analyser un mythe. On utilise les données de la science et beaucoup de débats entre nous et avec les autres, et cela nous permet d'en sortir par le haut. Alors, attaquons-nous à quelques mythes. Loki, le dieu nordique de la malice, pourrait nous présenter l'affirmation selon laquelle l'intelligence artificielle va remplacer les médecins généralistes. J'ai testé ChatGPT pour quelque chose de plus simple, écrire mon discours. Et même ça, c'est pas encore au point. C'est un peu creux et cela nous parle encore du Covid. Du coup, j'ai quand même dû un peu travailler. Et ChatGPT m'a aidé, mais ne m'a pas encore remplacé. Compte tenu de la prévalence importante de la multimorbidité dans nos consultations et de la complexité de ces consultations, le métier de généraliste a encore de beaux jours devant lui. Mais comme l'intelligence artificielle va quand même probablement, petit à petit, s'imposer dans notre quotidien, aide à la saisie des dossiers, interprétation des ECG, rédaction des tests de médecine, nous vous proposons, plutôt que de subir l'IA, d'en comprendre le fonctionnement et d'échanger à propos des applications possibles en médecine générale, samedi matin à 9h.
Comme j'étais sur le chat GPT, je lui ai demandé de me fournir des mythes sur la santé. Il m'en a proposé 14, et parmi ceux-ci, 10 concernaient l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. Alors un mythe que pourrait donc nous présenter Iji, la déesse de la santé, c'est que les médecins généralistes ne font pas de prévention. C'est d'ailleurs ce qui a probablement conduit à mettre en place la vaccination HPV au collège. Donc oui, les médecins généralistes font de la prévention, même si cela varie en fonction notamment de leur organisation. La diffusion des exercices coordonnés sont d'ailleurs le marqueur du passage progressif à une démarche populationnelle qui est indispensable, compte tenu du fait que cette étude a montré qu'il faudrait 250 heures par an pour réaliser la seule prévention des patients adultes. Vous aurez lors de ce congrès de multiples opportunités de parler prévention, et je ne pourrai pas les citer toutes. Mais un atelier sur le bilan prévention, une session sur l'obésité ou une session de communication orale sur les thérapeutiques non médicamenteuses en sont quelques-unes. Et pour mettre en application les principes de prévention, je vous invite à nous rejoindre demain à 7h sur le parvis du Palais des Congrès afin que nous soyons un peu plus nombreux que l'année dernière. Les médecins généralistes prescrivent trop d'arrêts de travail. Héphaïstos, le dieu forgeron, pourrait nous le dire. Quand la CNAM nous l'a dit l'été dernier, cela a ravivé certains sentiments dont je parlais déjà dans mon discours de l'année dernière, surtout quand il est question d'arrêt de complaisance. Car dire cela, c'est remettre en cause profondément nos pratiques, basées sur le modèle biopsychosocial, l'arrêt de travail en étant un cas d'école. L'arrêt de travail est également un exemple des différentes tâches qu'un médecin généraliste peut faire et qui peuvent paraître simples en apparence, alors qu'elles sont éminemment complexes, comme l'a montré cette revue de littérature. Je passe rapidement sur le fait que les chiffres de la CNAM eux-mêmes montrent bien que la plus grande partie de la hausse n'est pas due à la prescription, mais à la baisse du chômage et à la hausse des salaires. Et quand on regarde du côté de la prescription, les conditions de travail, avec 64% des ouvriers ayant au moins 3 contraintes physiques, sont probablement bien plus en cause qu'un éventuel laxisme de notre part. Il est tout de même important d'être également lucide sur ce que nous pouvons faire de notre côté. Et c'est notamment agir sur la durée moyenne de l'arrêt de travail. Et c'est pourquoi le CMG travaille depuis longtemps sur le maintien en emploi, notamment avec la CNAM, ce qui montre au passage que l'on peut travailler ensemble, même si l'on n'est pas d'accord sur tout. C'est à ce moment-là que je vais faire un petit peu d'autopromo, mais je suis sûr que vous me pardonnerez. Ce thème des arrêts de travail, mais également celui de l'éco-responsabilité des soins, est en effet au programme de la 2e édition de la session controverse, qui aura lieu vendredi matin. Demain matin. Thoth, le dieu égyptien de la sagesse, pourrait nous dire que la recherche en médecine générale n'existe pas ou ne sert à rien. Catherine Laporte, qui a actualisé le carré Dwight dans sa version française, montre bien que la nécessité de développer la recherche en médecine générale pour avoir des données contextualisées, utilisables en pratique. Quand on regarde la proportion d'articles utilisant au moins un terme lié à la médecine générale, nous voyons que nous sommes bien loin derrière le Royaume-Uni ou les États-Unis. Mais cela progresse, avec de plus en plus de projets financés, dont 4 seront présentés lors d'une nouvelle session 3 minutes chrono. Les plus de 250 communications orales et posters qui seront présentées durant ce congrès sont une autre illustration de la richesse de cette recherche. Alors quand on voit ce que l'on a réussi à faire dans un écosystème contraint, imaginez ce que l'on pourrait faire si on y mettait davantage de moyens. Je pourrais continuer comme ça encore longtemps, mais je crois que vous attendez la suite. Alors, je vous en livre 3 dernières. Nous pourrons discuter du mythe selon lequel un médecin sans conflit d'intérêt est un médecin sans intérêt, lors de la session « Expertise scientifique, lien d'intérêt, qui croire ?» vendredi à 14h30. Nous pourrons essayer de faire mentir le mythe selon lequel les médecins généralistes français maîtrisent mal l'anglais, ce qui est indispensable en vue de la WONCA 2026, en participant aux nombreuses sessions anglophones. Enfin, alors que Freyr, le dieu de la fertilité, pourrait nous faire croire que la contraception ne concerne que les femmes, le groupe de travail Contraception masculine devrait rétablir la vérité lors d'une session samedi à 10h45 où ils vous présenteront l'excellent livret qu'ils ont conçu. J'espère que ce petit panorama vous a donné envie de profiter au maximum de ce congrès et il me reste à vous souhaiter un excellent CMGF 2024.
Pour poursuivre le récit, et sans plus attendre, nous allons maintenant avoir le plaisir de mêler le savant et le politique, en accueillant Monsieur le ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention, Monsieur Frédéric Valletoux. Un, deux, oui. Bonjour Monsieur le Ministre. Vous avez été nommé il y a un mois et vous venez nous voir. C'est une occasion de mieux se connaître mutuellement et de dépasser les petites phrases médiatiques qui sont le prisme aujourd'hui principal au travers duquel les médecins généralistes vous connaissent. Alors, cet entretien a été préparé, bien sûr. Nous avons fait remonter toutes les questions en provenance des 24 structures du Collège de médecine générale. Et pour m'accompagner et refléter les 4 composantes du Collège de médecine générale, j'ai le plaisir d'appeler 4 membres du Collège de médecine générale, Sophie Sigrist, Agathe Semama, Fabien Besançon et Cyril Bègue. En attendant que tout le monde s'installe, il faut bien voir que certaines questions remontées étaient soit trop techniques, soit hors du champ ministériel, ou pas assez mûres pour permettre une décision équilibrée. Voilà donc un certain nombre de champs que nous avons choisi de ne pas aborder d'un commun accord. La formation continue, le Ségur numérique et les messageries de santé, le stage femmes-enfants en DES de médecine générale, les arrêts de travail de moins de 3 jours et les consultations de prévention. Sur tous ces dossiers, le CMG reste néanmoins mobilisé pour les faire avancer en vous faisant connaître le métier et pour leur trouver les meilleures réponses. Alors allons-y. Peut-être pour une première question, je me permets, on vous connaît en tant que président, ancien président de la Fédération hospitalière de France. Aujourd'hui, vous n'êtes pas ministre que des hôpitaux. Quel est donc votre projet pour la médecine générale ? Comment est-ce que vous voyez la médecine générale et sa place dans le système de soins à l'horizon de 10 ans, par exemple, en 2034 ? D'abord, merci de votre accueil, merci de m'accueillir et de me permettre d'avoir ce dialogue avec vous au sein de cette impressionnante réunion et imposante, dans cette imposante salle. Alors, on me connaît pas tellement, en fait, parce que finalement, même si ça fait 15 ans que je fais de la politique, une quinzaine d'années, je fais pas partie des têtes couronnées du système politique, mais c'est vrai que mes fonctions de maire m'ont amené très vite à m'intéresser au départ un peu par hasard ou par compréhension que c'était un sujet majeur, l'offre de soins au sujet hospitalier. Je me suis engagé à la Fédération hospitalière de France, d'abord comme maire, puisque moi, dans ma vie professionnelle, j'étais journaliste, donc ça n'a rien à voir avec la santé ou la médecine. Et cet engagement pour l'hôpital, c'était d'abord un engagement pour finalement la question de l'avenir d'un système de santé dont l'hôpital était une épine dorsale importante, mais qui est un élément parmi d'autres. Et c'était l'engagement derrière pour des valeurs. C'est-à-dire comment, quand on est modestement maire, on essaie de participer à maintenir une offre de soins dans son territoire. Et au-delà, comment on aide un hôpital, modestement là aussi, puisque le rôle des élus est modeste dans le pilotage des établissements de santé, à ouvrir l'établissement, l'hôpital, sur son territoire, sur les autres professionnels. Et finalement, la fierté que j'ai, c'est qu'au départ, j'ai pris la présidence d'un conseil d'administration d'un hôpital qui pensait sans doute son avenir dans ses 4 murs, tout seul dans son coin, à un hôpital qui a fusionné avec 3 autres hôpitaux, qui a agrégé des EHPAD, qui a permis de maintenir une offre publique dans un territoire, le Sud-Seine-et-Marne, qui était touché par des phénomènes de tension sur l'offre qui était réelle, et qui aujourd'hui dialogue, travaille avec la médecine libérale de manière structurée, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, et qui même en son sein accueille des chirurgiens libéraux qui s'y trouvent très bien et qui ont développé une pratique mixte qui fait qu'aujourd'hui c'est un hôpital qui n'est pas plus vertueux que d'autres ou plus exemplaire que d'autres, mais qui est totalement inséré dans le paysage de l'offre de soins. Et finalement, ma petite satisfaction à moi, c'était d'arriver à participer
Là aussi, j'ai rien initié, c'est d'abord des médecins, des hospitaliers, médecins libéraux qui ont conduit les changements, mais en tous les cas, à accompagner tout cela. Et à la Fédération hospitalière de France, c'était le combat pour que notre système de santé garde sa grande vertu d'être un système universel, d'être un système qui permet à chaque Français de trouver une réponse. Et j'ai toujours plaidé, alors ça n'a pas toujours été ce qui a été entendu peut-être, mais j'ai toujours plaidé pour un hôpital qui pense son rôle, là aussi, comme acteur d'un territoire, acteur parmi d'autres de l'offre de soins, et qui s'ouvre aussi, bien sûr, à tous, et donc notamment à la médecine libérale. Voilà. Maintenant, c'est vrai que dans un système où parfois le débat vous met dans des cases, et parfois la caricature permet le raccourci, je sais bien que parfois j'ai pu être catalogué uniquement hospitalier, comme si, alors que bon, c'était pas mon expérience personnelle, mais comme si je ne pouvais envisager que de l'avenir que sous la forme hospitalière, ce qui est évidemment pas le cas. Merci, je crois que c'est des messages effectivement qu'on a besoin d'entendre. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Sophie Sigris, peut-être pour une question. Bonjour Monsieur le Ministre. Eh bien, effectivement, on va commencer tout de suite par l'envie, pas l'envie d'en avoir envie, mais l'envie d'exercer la médecine générale. Comment on peut faire pour motiver nos jeunes étudiants qui sortent médecins généralistes pour devenir médecin? Il n'y a pas un seul patient, il n'y a pas un seul mode d'exercice. Nous savons qu'il y a une volonté d'avoir un exercice mixte ou peut-être un mode de rémunération différent, de travailler en groupe. Qu'avez-vous pensé, imaginé pour nous aider à convaincre nos jeunes confrères de s'installer et de venir travailler avec nous? Je pense qu'on est dans une période qui est complexe. Et je pense que vous comme moi, on hérite d'une situation qu'on n'a pas décidé de provoquer, mais qui aujourd'hui marque profondément les tensions de notre système de santé. Que ce soit les barrières parfois entre les types d'exercices, parce qu'on n'a pas le même statut juridique les uns les autres. Que ce soit les modalités de financement, parce que justement on n'a pas les mêmes statuts juridiques. Que ce soit les problématiques liées autour du numerus clausus qui ont été inventées il y a 40-60 ans. Et donc on était là, ni vous ni moi, pour décider d'un certain nombre de choses qui continuent à peser dans le fonctionnement. Que ce soit aussi ce cap sur parfois la médecine de spécialité, et la valorisation de la médecine de spécialité, qui est logique et normale, mais qui peut-être a dévalorisé pendant très longtemps, ou trop longtemps, l'approche de la médecine générale, justement. Tout ça, on hérite de ces situations. Il faut qu'aujourd'hui, on se serre les coudes pour essayer de répondre, finalement, à ce que les Français attendent. Parce que les Français nous regardent collectivement. Moi, je suis ministre depuis 5 semaines et ils ne me connaissent pas encore. Je ne sais pas s'ils auront le temps de me connaître avant de repartir. Je ne sais pas combien de temps ça dure d'être ministre. Mais en tous les cas, je marche très humblement et j'avancerai très humblement, mais quand même avec cette conviction qu'aujourd'hui, les Français nous regardent collectivement, tous. Les hospitaliers, les libéraux, les spécialistes, les pas spécialistes, les paramédicaux, etc. Tous. Ils nous regardent parce que finalement, ils attendent de nous qu'on réponde à leurs questions et qu'on pérennise cette idée qu'ils ont encore et qui est en fait encore vrai, d'un système qui sert tout le monde et qui est vraiment unifié par des valeurs qui sont très fortes. Et donc comment on donne envie aux jeunes généralistes de s'installer, c'est déjà comment on restaure le rôle et la place de la médecine générale dans notre système. Notre système de soins a été conçu pour que le médecin généraliste soit vraiment le pivot, la boussole, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas celui qui accompagne le patient depuis le moment où il a besoin de soins ou de prise en charge, et même maintenant on parle de prévention, jusqu'au moment, de dire dans tout son parcours. Et que ça, si le système est aussi en crise, c'est que les modes de porte d'entrée dans le système ont varié. On a fait de l'hôpital un lieu du premier recours, mais l'hôpital n'est pas là normalement dans la conception de notre système pour être le lieu du premier recours. Mais parfois nécessité fait loi, donc les gens vont directement vers l'hôpital. On a fait, enfin voilà, aujourd'hui les Français ont du mal même à comprendre comment on rentre dans le système de santé. Et donc je pense qu'un des enjeux, et je ne le dis pas parce que je suis devant vous, mais parce que c'est ma conviction profonde, il faut restaurer le rôle et la place du médecin généraliste comme étant vraiment, et pas simplement une histoire de porte d'entrée, c'est pas le sujet, parce qu'une fois qu'on a passé la porte d'entrée, en général, on ne regarde plus la porte d'entrée et on passe à autre chose. Non, comme celui qui accompagne, qui est vraiment la boussole et finalement connaît le mieux le patient. Enfin, je veux dire, et moi, mon objectif, ce serait mon rêve, ce serait que chaque Français demain est un médecin traitant.
et qu'on puisse retrouver des marges de manœuvre, alors en attirant des jeunes, en libérant du temps médical, en permettant à ceux qui ont peut-être encore la possibilité de le faire, de prendre en charge plus de patients, enfin bref, en tous les cas, qu'on puisse se restaurer ce lien-là, parce qu'il est majeur. Et je ne sais pas si naturellement les choses reprendront leur place, et si l'hôpital redeviendra le lieu du moment aigu de la maladie, pour faire court et caricatural un peu, je le sais, mais en tout cas, c'est un peu le schéma autour duquel on a conçu notre système de santé. Les choses reprendront leur place si effectivement on donne envie aux jeunes de venir s'installer dans le métier. Si on permet aux médecins généralistes aussi d'être un peu le chef d'orchestre parfois d'une équipe pluridisciplinaire qui permet d'agréger d'autres professionnels qui viennent en renfort ou en coordination, permettre effectivement, là aussi, de remettre le médecin généraliste comme étant vraiment l'expert qui coordonne, qui assure le lien entre tous. Voilà, en disant ça, pardon, j'ouvre peut-être pour certains des portes ouvertes, mais parfois on a peut-être aussi perdu du bon sens dans ce système de santé. Alors derrière, bien sûr, il faut décliner ça avec des modes de financement, avec une restauration, mais je crois que, enfin, moi qui ai beaucoup visité, effectivement, du fait de mes fonctions, qui ai beaucoup discuté avec des hospitaliers et de tout niveau, j'allais dire, à tous les étages de l'hôpital, parfois, j'ai perçu que le vrai sujet, au-delà des problématiques, ce n'était pas simplement les problématiques financières et de salaire, elles sont là, elles sont posées, il faut mieux payer les personnels qui travaillent à l'hôpital, je pense notamment aux aides-soignantes, aux infirmiers, infirmières, etc. Mais derrière ça, il y avait une vraie crise de sens. C'est-à-dire aujourd'hui, quel est mon rôle et ma place dans un système de santé qui prend un peu l'eau, vous l'avez dit, un peu de partout. Et ce qui est vrai pour la médecine hospitalière est aussi vrai pour la médecine libérale. Alors sur la quête de sens, peut-être une question à votre gauche, d'Agathe. Oui, ça marche. Bonjour Monsieur le Ministre. Vous parlez de sens et puis du coup comment donner envie en ce moment et depuis la crise Covid. Il y en a beaucoup de plateformes de soins non programmés qui fleurissent de plus en plus, qui amènent une dérégulation. Donc certes, il n'y a pas encore un médecin traitant pour chaque Français, mais on va travailler pour. Et du coup, ces plateformes répondent aux demandes de soins, mais pas aux besoins réels de soins, et peuvent multiplier les soins. Donc c'est aussi un problème de coût et un problème financier. Et qu'est-ce que vous avez peut-être comme idée ou solution pour que les jeunes soient attirés par l'exercice de la médecine générale et pas sur ce miroir aux alouettes de gagner beaucoup d'argent, ou peut-être plus, en faisant ces soins, je vais dire, one shot? Je suis assez d'accord avec vous, puisque votre question n'en est pas vraiment une, c'est plutôt un constat, et je suis assez d'accord avec vous. On va parler de la télémédecine ou la téléconsultation, on l'appelle comme on veut, peut apporter le meilleur, mais peut apporter le pire. Et donc il faut garder le meilleur et combattre le pire. C'est-à-dire, effectivement, ça peut être une vraie aide si le patient qui ouvre son ordinateur a en face de lui le médecin qui est son médecin traitant, ou qui est en tout cas un médecin qui va revoir, et avec lequel il y a effectivement ce lien dans la durée qui va s'installer, voilà, ou médecin, ou soignant au sens large d'ailleurs, qui travaille dans une équipe médicale, parce que c'est l'infirmière azalée, parce que c'est tel autre type de professionnel avec lequel il y a un lien. Il n'y a rien de pire, évidemment, que ces gens qui allument l'ordinateur, qui voient un médecin qui est peut-être installé à l'autre bout du monde au bord d'une piscine, et qui derrière, effectivement, on lui délivre ce qu'il a envie de devoir délivrer, et il n'y aura pas ce lien profond. Donc il faut veiller, effectivement, ça c'est par la régulation financière, par le régime sans doute d'autorisation, par un certain nombre d'outils, mais qui ne sont que des outils, mais des outils qu'il faut activer pour effectivement permettre de limiter l'impact de cela. Ça m'amène d'ailleurs votre question à un sujet qui, moi, me préoccupe, mais je pense que je ne suis pas le seul, c'est la financiarisation de notre système de santé, qui fait partie des sujets qui m'inquiètent, que je regarde avec beaucoup en tous les cas, de sérieux. Le Sénat vient d'ouvrir une commission d'enquête justement sur ce thème de la financiarisation du système de santé. Moi, je pense que c'est un sujet qu'il faut combattre.
parce que j'ai pas envie de laisser notre système de santé et les valeurs qui le fondent. Je reviens toujours aux valeurs, mais finalement l'engagement dans la prise en charge des Français, c'est d'abord des convictions et des valeurs et qui font partage entre tous, et que ces valeurs soient mises à mal justement par des raisonnements purement financiers qui viennent dénaturer ce lien entre le soignant et le patient. Donc là aussi, ce sera un sujet de vigilance extrême et aussi de régulation financière. Ça me permet de dire un mot, je ne sais pas si je vais essayer d'être plus court dans les réponses, mais je pense que dans notre système de santé, il faut aller chercher, il faut arriver à ce qu'on dépense mieux, c'est-à-dire à ce que chaque euro dépensé soit un euro utile à la prise en charge des Français. Et quand on regarde les chiffres de manière macro, 255 milliards d'euros mis dans le système de santé, il y a sans doute dans cette masse-là, effectivement, à mieux dépenser pour permettre de mieux financer ce qui a à être financé. Je ne vais pas rentrer sur les sujets de la discussion conventionnelle qui est en cours, mais c'est un vrai sujet. Quand j'étais président de la Fédération hospitalière de France, vous pourrez vous amuser si ça vous a... La première proposition qu'on a toujours mis dans les plateformes que l'on présentait à l'occasion des élections présidentielles, c'était valoriser la consultation chez le généraliste parce qu'on a besoin d'une médecine libérale qui soit restaurée. Bon, après, toutes les autres propositions, ça concernait l'hôpital. Mais on a toujours plaidé, et j'ai toujours plaidé, et il n'y a aucune raison que je change d'avis, pour effectivement qu'on donne toute sa place et tout son rôle à la médecine libérale. Je ferme la parenthèse, mais en matière de finances, il va falloir effectivement qu'on travaille à une régulation qui soit plus ferme, de manière à ce qu'on trouve des marges de manœuvre dans cette enveloppe de 255 milliards d'euros, pour montrer aussi aux Français que, certes, on consacre 11% environ de notre produit intérieur brut aux dépenses de santé, que ça nous met largement dans les moyennes, et que la santé, ce n'est pas juste un puissant fonds dans lequel il faut injecter des milliards en plus chaque année. Il faut déjà effectivement qu'on dépense mieux et qu'on accompagne mieux ceux qui, sur le terrain, finalement, sont ceux qui prennent en charge. Merci. Alors, vous avez parlé accès aux soins, peut-être une question de Fabien. Oui, justement, l'accès aux soins, Monsieur le Ministre. L'accès aux soins, c'est quelque chose qui nous préoccupe. On sait que c'est un enjeu majeur de santé publique et la médecine générale est très attendue sur ce sujet-là. Vous êtes présent sur ce congrès et nous vous en remercions. Et la meilleure preuve, je pense, de notre engagement et de notre intérêt pour l'accès aux soins, je vous fais un petit listing des sessions qu'on a sur ce sujet-là. On a une session sur les déserts médicaux, des sessions sur la gestion de crise, une table ronde sur la permanence et la continuité des soins, des ateliers de CPTS, plusieurs sessions de communication sur les téléconsultations, justement, l'organisation des parcours de soins, des sessions sur les apports concrets du numérique en santé, les assistants médicaux, les infirmières en Suisse, en France, la téléexpertise en santé mentale pour proposer de nouvelles solutions. Toutes ces sessions qui ne sont que des thèmes sur le papier, mais qui sont montrées par des personnes très impliquées au sein du collège et même au-delà du collège, dans toute la profession. Et vraiment, je pense que vous pouvez être rassurés de notre engagement sur l'accès aux soins. Et je n'en doutais pas. Tout ça en 2 jours. Tout ça en 2 jours et demi. Ah ben, ça ne pas. Tout ça en 2 jours et demi. Non, mais ça, si votre question était est-ce que je doute de l'engagement des médecins généralistes pour l'accès aux soins, non, parce que c'est vous qui êtes en pointe et l'accès aux soins, sans vous, c'est même pas la peine de poser ce sujet-là vis-à-vis des Français. Donc, j'en ai aucun doute. L'enjeu, il va être quoi? Très modestement, je ne vais pas révolutionner le système de santé, quand bien même j'en aurais la volonté, j'en aurais de toute façon pas la possibilité, et ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, ce n'est pas non plus de faire croire que les choses vont aller mieux demain dans un système, dans le système de santé qui est un paquebot, et qu'entre le moment où on donne un premier coup de barre et le moment où on voit vraiment le paquebot bouger, il peut se passer du temps parce qu'il y a des enjeux de formation, il y a des enjeux d'évolution des pratiques, il y a des enjeux, il y a plein d'enjeux qui sont des enjeux lourds et compliqués. Et qu'aujourd'hui, on paye justement des décisions qui sont anciennes et qui nous impactent pleinement, là, depuis une dizaine d'années. Donc, il s'agit simplement d'essayer, au contraire, en tout cas, moi, c'est mon souhait, je crois beaucoup dans l'idée de faire confiance aux acteurs de terrain. Je crois beaucoup dans l'idée que notre système de santé a peut-être été trop centralisé, trop administré, trop bureaucratisé, trop jacobinisé, c'est pas très beau, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire conçu depuis Paris, depuis un ministère, et finalement qu'on ait voulu imposer un modèle unique partout, alors que les besoins sont différents, les besoins de santé sont différents, l'état des forces en présence dans les territoires est très différent aussi d'un territoire à l'autre, et qu'aujourd'hui, c'est par la liberté donnée aux acteurs de terrain qu'on peut essayer de faire émerger des modes de prise en charge qui seront différents d'un territoire à l'autre,
parce que là, il y a des cliniques, parce que là, il y a un hôpital qui est fort, parce que là, il y a un tissu de médecins libéraux engagés, parce que là, il y a je ne sais pas quoi. Mais c'est pas grave si les modes de prise en charge sont différents et les organisations sont différentes, tant que la population est bien accompagnée et mieux prise en charge. Et donc, ça va être tout l'objet de la territorialisation du système de santé, faire confiance aux acteurs de terrain, et puis voir comment on peut abaisser les ponts-levis, faire travailler plus ensemble les uns et les autres. Il y a des endroits, il y a des régions en France où il y a des maturités collectives qui font que depuis très longtemps, ils travaillent tous ensemble. Ils ont l'habitude de partager des projets. Et il y a des endroits où ils se regardent encore les uns les autres en chien de faïence. Et là-dessus, la faute est envoyée ni à la médecine libérale, ni à l'hôpital. Il y a des hôpitaux qui pensent encore leur avenir uniquement dans les 4 murs de leur établissement. Et ça, c'est pas possible. Et voilà, donc il n'y a pas à jeter la pierre à qui que ce soit. C'est une question, effectivement, d'arriver à donner les outils, l'envie, et donc derrière les financements, etc., qui permettent de libérer un peu les énergies, les envies pour faire émerger ces modes de prise en charge. Alors pour parler très concret, du coup, sur les leviers qui pourraient permettre d'améliorer cet accès aux soins, peut-être une question de Cyril. Alors, je vous propose de parler certificat et puis durée de prescription des chroniques. Ça peut paraître un peu loin des préoccupations de l'accès aux soins, mais ça fait partie des solutions, parce qu'il n'y en a probablement pas qu'une. Une première manière simple de libérer des consultations, ce serait de réaliser une grande campagne qui encourage les médecins à augmenter la durée de leur prescription chronique en passant par exemple de 3 à 6 ou 12 mois, quand c'est possible évidemment. Pour revenir au certificat, si vous m'enlevez 1 ou 2 certificats inutiles dans la journée, c'est du temps que je pourrais consacrer à des patients qui en ont vraiment besoin. Alors, est-ce qu'il est prévu d'avancer sur la lutte contre les certificats inutiles? Ça a l'air de parler. Est-ce qu'il est prévu d'avancer sur la lutte contre les certificats inutiles? Avancer concrètement, en premier lieu desquels toujours ceux inscrits dans le code de santé publique, les certificats pour congé pour enfants malades, le certificat d'aptitude à la vie en collectivité pour l'entrée en crèche et bien d'autres. Alors là aussi, c'est peut-être le côté pragmatique d'avoir été d'abord façonné par finalement mon travail de maire pendant 17 ans. Mais je suis très favorable à tout ce qui effectivement introduire des éléments de souplesse et de facilité ou de simplification dans notre système de santé. Moi, je découvre, en discutant, enfin j'ai découvert déjà, mais je continue à découvrir encore aujourd'hui dans nos fonctionnements au quotidien et dans ce beau ministère, effectivement, tout un tas de barrières aux coopérations, de barrières, effectivement, de décisions bureaucratiques qui s'imposent. Vous parlez des certificats, mais c'en est un exemple. Et effectivement, il faut qu'on aille vers l'allègement de toutes ces contraintes qui ne servent à rien. Moi, j'ai reçu déjà les associations de maires. Je sais que les maires sont toujours très gourmands pour les crèches, pour les inscriptions dans les clubs de sport, les activités diverses, etc. De tout un tas de certificats médicaux. Il faut qu'on allège tout ça. Il faut qu'on vous débarrasse effectivement de ce type d'actes qui finalement, alors sont simples à faire, ça certes, sont rapides à faire aussi, mais voilà, vous bouffent du temps et j'en suis parfaitement conscient. Donc moi, je suis très preneur de propositions et j'ai vu que vous y avez un site sur lequel vous listez les certificats inutiles. Et ben, je veux bien travailler avec vous, certificat par certificat, à vous aider avec d'autres ministères, avec d'autres institutions, à alléger évidemment tout ça, bien sûr. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On va malheureusement être pris par le temps. Il y avait beaucoup d'autres questions, mais qu'on vous transmettra. Et puis j'espère bien que ce n'est pas un échange ponctuel, mais qui va ouvrir des discussions et puis ouvrir les discussions de ce congrès. Voilà, je ne sais pas si ça vous a fait frissonner la narine, mais en tout cas, j'espère que nous aurons beaucoup d'occasions de poursuivre autour de toutes ces questions au sein de la médecine générale, mais aussi en ouverture avec l'ensemble des autres acteurs, bien entendu. Juste un tout petit mot de conclusion, alors si vous me permettez. Vous dire que au-delà, enfin bon, j'ai bien compris parfois que certains syndicats, quand j'ai été nommé, voilà, m'ont pas jeté sur la tête des pétales de rose en signifiant leur bonheur. À tort d'après moi, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis un homme avant tout pragmatique et j'ai qu'une seule mission, moi, c'est d'améliorer la prise en charge des Français, c'est-à-dire leur accès au système de santé. Et donc d'AVR, ça veut dire permettre aux professionnels de santé de mieux travailler dans des conditions qui soient meilleures et surtout de lever tout un tas de contraintes idiotes qui empêchent des exercices mixtes, qui empêchent effectivement qu'on se concentre l'essentiel de son temps sur du temps médical, finalement sur le cœur du métier, sur ce sur quoi vous avez été formé, bref, tout ça. Donc
en disant que j'ai une approche pragmatique des choses, c'est qu'effectivement, moi, je souhaite arriver à des résultats concrets. Je suis ni le ministre des hôpitaux, ni le ministre du secteur public, ni le ministre de je ne sais pas qui personnellement. Je suis là pour qu'effectivement notre système de santé marche mieux, et que donc les professionnels, qui sont malheureusement de moins en moins nombreux, et qui malheureusement exercent des métiers qui aujourd'hui n'attirent plus assez les jeunes, eh bien que tout cela, à l'arrivée, fonctionne un peu mieux. Ça ne fait peut-être pas rêver, ce n'est pas des grands discours généraux et théoriques, mais en tous les cas, avec beaucoup de volonté, d'envie et de pragmatisme, j'espère, avec vous, faire bouger des lignes, parce qu'aujourd'hui, je le disais, les Français nous regardent, et on a une responsabilité collective à nous engager, mais vous le faites déjà sur le terrain, mais à nous engager tous pour que notre système marche mieux. Voilà. Merci beaucoup. Les enjeux sont partagés. Merci beaucoup. Merci.